À cette époque-là, des nouvelles villes aussi, Venise à cette époque-là, ne peut être comprise que par l'invention de l'imprimerie. Et du coup, à la Renaissance, vous avez le même type de révolution que celui qui a été décrit par moi à l'invention de l'écriture. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui il en est de même? Eh bien, mesdames, messieurs, la réponse est oui. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre par l'innovation concernant l'ordinateur dont j'ai parlé en commençant, cet outil universel qui mime tous les objets du monde, nous sommes en train de vivre le même type de révolution à partir de cette innovation qui touche en même temps notre droit. Nous avons des problèmes aujourd'hui de transformation juridique sur l'ordinateur, vous le savez, des crises de religion de la même façon, un commerce accéléré de plus en plus léger et rapide, et ainsi de suite. C'est-à-dire l'idée que le monde entier est en train de se transformer, les conduites humaines, les associations humaines sont en train de se transformer profondément, non pas aujourd'hui pour la première fois concernant la première innovation sur le rapport message-support, mais pour la troisième fois. C'est-à-dire le même type de profil que nous avons, que nous pouvons reconnaître au moment de l'invention de l'écriture, au moment de l'invention de l'imprimerie, nous pouvons dessiner le même profil aujourd'hui au moment de l'invention de notre outil universel. Chaque fois qu'une entreprise se réorganisait, changeait tout simplement la façon dont la production était organisée entre les différents étages du processus productif, mais il y avait toujours un pic très spectaculaire de hausse des accidents du travail. Et une anecdote que je raconte à cette occasion, c'est qu'au moment où il me présentait cette intuition pour sa thèse, j'avais moi-même changé de bureau et de couloir, et je m'étais la veille cogné assez brutalement la tête à une nouvelle armoire, et je lui dis, votre idée est géniale, c'est clair que quand on change les conditions de travail, il y a toujours un bobo, il y a toujours un accident. Alors évidemment, c'est pas à la même échelle quand il s'agit de réorganiser, de réingénierer une firme, mais il y avait quelque chose de très profond dans cette intuition que la courbe des accidents de travail, quand on voyait des pics pathologiques, était forcément associée à quelque chose qu'il a décidé d'interpréter comme une réorganisation du travail. Et à partir de ce moment-là, les choses devenaient beaucoup plus claires, car il a fait deux groupes d'entreprises, celles qui s'étaient réorganisées, à compter du jour où on voyait ce bip dans la réorganisation du travail, et celles qui ne l'ont pas faite. Et évidemment, le résultat, c'est que les entreprises qui se sont informatisées et réorganisées connaissent une hausse très spectaculaire à partir de la fin des années 80 de leur profitabilité, alors que celles qui se sont informatisées sans se réorganiser connaissent exactement le contraire, un déclin de leur profitabilité, puisqu'au fond, elles engagent des dépenses complètement inutiles. Elles mettent sous les doigts de leurs secrétaires des traitements de texte qui sont totalement inutiles à ces secrétaires, puisque par définition, elles sont entraînées à ne pas en avoir besoin. Ladies and gentlemen, do you have the courage to look on reality as is and start to figure out what the hell is happening here? We have the most powerful technologies that we've ever seen in terms of its impact on the limitation. We have the biggest limitations that exist. We should have unbelievable results. Where are they? Why is nobody standing up and say, fellas, we must have made some huge mistake? On voit un écran bleu de Windows qui crache au moment où on devrait avoir une enseigne pour acheter des choses. On voit que pour calculer un sondage, on arrive à 110%. On voit celui-là, je pense que si on associe le PIB des États-Unis et de l'Europe, on n'arrivera jamais à payer cette facture parce que c'est vraiment trop gros. Et puis, mon préféré, en fait, c'est le message d'erreur sur le message d'erreur, en fait. C'est-à-dire qu'on a une boîte qui s'affiche, qui n'arrive pas à dire pourquoi on s'est planté. Ça déclenche une deuxième boîte d'erreur qui nous dit il y a une erreur dans l'erreur d'avant. Frederick Brooks, qui est l'auteur de L'homme-moi mythique, The Mythical Man Month. Et ce monsieur disait, en 1986, qu'il n'y a aucun développement en matière de technologie ou en matière de technique de management qui, par elle-même, promet une ordre de grandeur, de gain de productivité, de fiabilité, de simplicité. Autrement dit, la situation est affreuse et il n'y a aucune solution. On va prendre une citation de Harlan Mills, 205 ans après Adam Smith. Il y a un ratio de productivité de 1 à 10 entre les programmeurs aujourd'hui. Alors, il insiste sur le fait que ce sont des programmeurs identifiés, qui ont vraiment ce job, qui ont été recrutés comme tels, donc pas quelqu'un de la rue. Cette différence n'est pas controversée.
Il dit ça parce qu'en fait, 10, c'est déjà choquant. Et c'est bien au-delà de ça. C'est tout à fait controversé. La plupart des gens pensent que ça dépasse largement 10. Alors que cette différence entre les programmeurs est compréhensible, il y a aussi un ratio de productivité de 1 à 10 entre les organisations produisant du logiciel. C'est sûr, si vous prenez quelqu'un qui a une productivité nominale de 50 fois quelqu'un de moyen, et que vous lui donnez la responsabilité d'une tâche extrêmement parcellisée sur laquelle il est attaché avec un outil et qui doit attendre quelqu'un, il est attendu par quelqu'un d'autre, sa productivité s'effondre. Donc, une organisation qui parcellise le travail est une organisation qui est la pire possible pour faciliter la productivité des individus. On est tous dans le même sac. La capacité d'avoir des idées, c'est bien, c'est pas l'essentiel. J'ai cru pendant longtemps qu'il fallait penser pour changer. Je suis aujourd'hui convaincu du contraire. Il faut changer pour penser. Il faut changer la manière de se voir, la manière, je dirais, la manière dont on voit les choses, avant même de penser. Avant même de penser. Par exemple, Bic. Bon, pas de Bic ici, vous savez, le Bic. Il y a 50 ans, ils faisaient des Bic, forcément, des stylos. Bon, après, imaginez un brainstorming après 3-4 ans, des nouveaux produits. Les gens ont plein d'idées. On va faire un Bic 2 couleurs. Ouais, génial. 3 couleurs. Ouf. Avec une gomme incroyable. Bon. Puis quelqu'un a dit, j'ai une idée, on va faire un rasoir. Petit malaise écoutez, on peut être créatif, mais il ne faut pas exagérer. Donc, et en fait, on ne peut pas passer du stylo et de toutes les variantes de stylo au rasoir ou au briquet directement. Ce qui est nécessaire, c'est de changer la perception que l'on a des objets qu'on traite. Et le stylo, il faut être capable de le voir comme quelque chose qu'on vend à côté de la caisse du supermarché, ou comme quelque chose qu'on jette, ou je ne sais pas. Et donc, c'est ce changement de perception, la capacité de voir le monde autrement, qui vient avant le brainstorming. Parce qu'une fois que Bic se dit « mon métier, c'est de faire des choses qu'on vend à côté de la caisse du supermarché », le brainstorming devient facile, on peut inventer des tas de choses, et ils l'ont bien fait. On va faire un voyage chez Wikipédia, tiens. Alors, ça c'était en juin. En juin, je me suis créé un utilisateur chez Wikipédia, on m'a rien demandé. Je vais sur la page Saint-Pierre. Dans la page Saint-Pierre, il se trouve qu'il y a une faute. C'est très intéressant ce qu'il y a écrit, d'ailleurs j'ai appris quelque chose. Il y a une faute, il y a marqué s'il a eu un Pierre qui a été à Rome, c'est probablement Simon le magicien. Et vous voyez, je contribue modestement, s'il y eut un Pierre à Rome, ce fut probablement Simon le magicien. Donc il n'y a pas eu de Saint-Pierre, il n'y a pas eu de Pierre à Rome. Passage. Je contribue. On m'a rien demandé, toujours, j'ai fait save, et j'ai montré ça à mon fils, à ma femme. Hein, voilà, tiens, j'ai contribué. Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Donc, ces gens-là ont fait un pari. Ils ont fait le pari que 99,9% des gens allaient se comporter comme moi. Quelque chose de contributif qui améliore la pédagogie, la lisibilité, la véracité. Et que, effectivement, pour les 0,1% qui allaient mettre Saint-Pierre était nul, Saint-Paul était bien mieux. On allait mettre simplement un mécanisme de retour arrière aisé, c'est-à-dire que vous voyez, on peut défaire ma contribution, c'est tout simple, on clique, mais vous savez, on a fait un pari. What we have learned is that people will rationally share. They will contribute their knowledge, and they will build on the contributions of others. We find that they can contribute on the basis of remarkably low transaction costs, because things are not being bought and sold, and therefore, if there's enough motive to contribute, the contribution can happen at very low cost. Lowering transaction cost is a really big deal. It turns out that in the US economy, for example, transaction costs are about half of the economy. We spend half of our resources making sure that things happen, not doing them. It's the negotiating, the billing, the auditing, the inventories, the purchasing process. These things collectively consume an enormous amount of resources. If you make the product free, which you can do in some context, all of that goes away. And the scale of that, the importance of that is actually quite dramatic. In the telephone industry, for example, about half the cost of the telephone industry is the cost of the billing. The billing. J'en ai vu des plans d'action morts avant d'avoir commencé.
des équipes qui se démotivaient, des geeks qui étaient critiqués par leur boss pour, je sais pas, leur manque de proactivité, des geeks qui se moquaient de leur boss, qui ne faisaient pas avancer les choses. Et puis un jour, on a senti qu'il y avait quelque chose. Alors on a employé une vieille technique de magie druidique. On a nommé le démon, on l'a convoqué, et on a commencé à le combattre. C'est le plouf. Le plouf, c'est cette force invisible et mystérieuse qui vous empêche de passer à l'action quand vous avez pris une décision. La décision, l'action, le plouf est là. And there is no magic formula for leadership that will be universally and forever successful. The effective leader must be able to adapt to the changing conditions. 64 years ago, during the Second Great War, a flyer disappeared in his P-38 reconnaissance flying over the Mediterranean. The flyer is better known for his writing than for his flying. He wrote, he was the author of The Little Prince, Wind, Sand, and Stars, Night Flight. He was Antoine de Saint-Exupéry. His unique view of leadership was captured in his novel, The Wisdom of the Sands. He wrote, quote, "If you want to build a ship, don't drum up men to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea." I was fortunate enough to be led by men who made me yearn for the vast and endless sea above the earth, and I am in their debt. Ce qui est essentiel dans une vie humaine, c'est les rencontres que l'on fait, bien sûr. La première rencontre, c'est celle de sa maman. Oui, il me semble que c'est logique de dire ça. Mais quelles en sont les conséquences? Les conséquences, c'est que ce qui va permettre à une société de faire son travail de réalisation des humains, ça va être l'organisation des rencontres. Le but d'une société n'est pas de réussir contre les autres, c'est d'assurer à l'intérieur d'elle-même une capacité à rencontrer. Et du coup, on se pose la question, est-ce que, puisque nous vivons une période de rupture, une période de mutation, est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour organiser mieux les rencontres? Sont-elles bien organisées actuellement? Le moins qu'on puisse dire, c'est que non. Quand on apprend à des enfants, par exemple à l'école, quand on leur apprend à se battre, à se dominer les uns les autres, à être des gagnants, en risquant d'être des perdants, on peut dire qu'on est une société qui marche à l'envers. Dire à un enfant, tu vas être premier, à la réflexion, c'est un crime. Tous les matins, lorsque vous allumez votre ordinateur, vous vous appelez Saint-Denis. Vous avez devant vous, sur la table, votre tête bien pleine et bien faite. Vous avez votre tête bien faite. Il y a là-dedans la totalité de votre mémoire, la totalité des images de votre imagination, la totalité de votre raison, bien plus que votre raison, parce que cette tête-là, objectivée, que vous avez perdue, parce que perdre, ça veut dire aussi ça, on a perdu la tête. Il faut dire que Saint-Denis a perdu la tête, vous avez perdu la tête, nous avons perdu la tête. L'objet que vous avez devant vous, c'est votre tête perdue. Elle est perdue, elle est là. Mais la question est de savoir qu'est-ce que vous avez au-dessus du cou. Revenez au Panthéon et regardez comment le peintre Bonnat a peint cette scène. Il a peint sur les épaules de Saint-Denis une sorte de lumière extraordinaire. Eh bien, cette tête-là, qui a votre mémoire, qui a votre imagination, qui a votre raison, qui a la totalité de vos savoirs, a laissé au-dessus de votre cou, nue, transparente, translucide, illuminée, votre faculté d'invention, c'est-à-dire votre faculté d'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? C'est ce qui est à la plus grande distance du savoir.
Vous avez une chance extraordinaire, c'est que toutes les facultés cognitives sont désormais là, devant vous, sur votre table. Vous n'avez plus qu'à inventer. Merci beaucoup.